Les jeunes qui étaient venus manifester à Nouméa ne sont pas repartis en prenant les provinces. Ils sont restés à Nouméa, ils n'avaient rien à faire. C'était une population très fragile, très manipulable, si vous voulez. Et c'est là où on voit que je vous dis que c'est un coup d'État, c'est une tentative de coup d'État, c'est qu'on voit que des agitateurs, et là, très bien organisés, ont réuni des groupes de jeunes et leur ont donné des objectifs. C'est le parti local, mais qui avait préparé son coup avec l'aide de pays étrangers. On a assisté à une tentative de déstabilisation, de création d'un chaos absolu en Calédonie, pour pouvoir ensuite tenter de prendre le pouvoir, par la force. Tous les gens du Nord sont en train de s'organiser pour descendre. Les gens des îles sont en train de s'organiser. Les gens dans les quartiers sud là-bas, ils auront à subir à un moment donné aussi. Mais c'est comme ça dans la vie. Il n'y a pas d'omelette sans casser deux. C'est comme ça, quand il faut faire les choses, on les fait. Et on les assume. On va forcément rentrer dans du dur. Et on a dit aux gens qui sont dans les quartiers sud de Nouméa, qu'ils ne s'imaginent pas un instant qu'on les laissera tranquilles. S'il va falloir qu'on aille les chercher dans les quartiers sud de Nouméa, ben on ira les chercher là-bas. Le combat n'est pas encore fini. On va brûler Nouméa. Le combat n'est pas encore fini. Et que voilà, tout ce scénario-là, ça a été planifié depuis le début. Et là, j'ai dit, franchement, j'ai bien la haine après Bichouté 1. Pendant 6 mois, il a attisé la haine. Il a fait que monter la tête à tous les jeunes. Monter la tête, attiser la haine. Il n'a pas essayé d'appeler à la paix pour négocier ou quoi, non. Lui. Et moi, c'est ça, je sais pas, mais le CCAT Bichou, là, faut qu'il fasse attention. Tu arrêtes de monter la tête à tous les frères. Regarde maintenant. Maintenant, tu as du sang sur les mains, Bichou. Toi, puis Yvette dans Guinée, vous avez du sang sur les mains. Et on a bien compris, c'est quand ça a commencé. C'était comment les feux, ils ont pris. C'était trop bien organisé pour que ça soit une organisation de chez nous. C'était les cibles, c'était organisé, ciblé, bien précis. Ici, les gens qui ont pris la responsabilité de mettre des jeunes sur les barrières, pas informés, livrés à eux-mêmes, sous, drogués. C'est maintenant que ça s'est pris des cachets. En mai 2024, la Nouvelle-Calédonie a été le théâtre d'événements qui ont profondément marqué son histoire et ses habitants. Au cœur de cette insurrection, la CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain. Cette organisation, les services de renseignement français, la considèrent comme le bras armé de l'Union calédonienne, parti politique fondé en 1953, qui représente principalement les intérêts indépendantistes de l'archipel. Lors du 54e congrès de l'Union calédonienne, les responsables du parti annoncent officiellement la création de la CCAT pour porter sur le terrain la mobilisation contre le dégel du corps électoral et s'opposer à la présence française. Elle est composée d'activistes et de militants radicaux de l'UC, dont certains ont une longue expérience des actions contestataires. 6 juillet 2023, le président Ilham Aliyev, dictateur de l'Azerbaïdjan, crée le groupe Initiative de Bakou. Accusé d'épuration ethnique au Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan reproche à la France son soutien vis-à-vis de l'Arménie. En représailles, le régime de cet ex-satellite de l'Union soviétique offre finances, aide et assistance à tous les mouvements indépendantistes de l'outre-mer français et, parmi eux, la CCAT. Déjà, dans les semaines précédant le 13 mai, il y a eu des manifestations, des rassemblements et des actions de protestation, notamment à l'occasion de la venue du ministre des Armées ou encore durant la visite du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Certains événements ont même dégénéré en affrontements avec les gendarmes.
Lors de la visite du ministre des Armées, une journaliste d'Azerbaïdjan en lien avec les services de renseignement a été arrêtée en Nouvelle-Calédonie. Elle était accusée d'espionnage. Sur l'Azerbaïdjan, ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité. Pour grossir ses rangs, la CCAT a fait venir dans le Grand Nouméa plus de 15 000 jeunes Kanaks venus du nord et des îles. Pour comprendre ces événements, il est essentiel de plonger dans le contexte sociopolitique de la Nouvelle-Calédonie et de comprendre que depuis des décennies, les questions d'identité, de souveraineté sont au cœur du dossier calédonien. Christian Théin, actuel président de la CCAT, mais également président du FLNKS, est aujourd'hui dans le viseur de la justice. Il est soupçonné d'avoir orchestré l'insurrection et est actuellement incarcéré en métropole. Dans une note secrète, révélée par un quotidien local, les services de renseignement français lèvent le voile sur la structure organisée et hiérarchisée de la CCAT et listent les différentes étapes concernant la progressivité des actions afin de maintenir la pression sur l'État. Il y a eu le recrutement, la planification et la mise en place des relais dans tous les quartiers du Grand Nouméa. Dans la note de la DGSI, le 13 mai est référencé comme une date butoir. C'est celle de la mise en place des blocages de tous les centres névralgiques de l'agglomération nouméenne par une jeunesse instrumentalisée, le tout coordonné par les leaders et les militants les plus actifs. C'est l'organisation hiérarchisée de la CCAT en cellules dans de très nombreuses communes et quartiers qui a permis la pérennisation de la situation insurrectionnelle durant de longues semaines. Si la situation sécuritaire est aujourd'hui apaisée, même si elle demeure fragile, les émeutes ont provoqué la mort de 13 personnes, dont 2 gendarmes, la destruction de 900 entreprises, d'établissements publics, d'églises, de plus de 200 maisons et la perte de dizaines de milliers d'emplois. Christian Théin et l'ensemble des responsables de la CCAT inquiétés par la justice contestent les faits. Ils restent, à ce stade, incarcérés ou sous contrôle judiciaire et présumés innocents. Tout a commencé quand j'ai vu la vidéo du mec qui jette un cocktail Molotov dans une voiture, avec les gens à l'intérieur. C'est là pour ta mère. Gère. Dans la nuit du 13 au 14 mai, les émeutiers ont essayé de prendre les dépôts de carburant, le port de Nouméa et l'aéroport international de la Tontouta. Dans le même temps, une mutinerie a éclaté à la prison du camp Est. Toutes les forces de maintien de l'ordre ont été mobilisées dans ces combats. À Ducos comme à Nouville, ils ont réussi à repousser les assauts. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il n'y avait plus assez de monde pour sécuriser Nouméa. Dès la deuxième nuit, on a pris conscience de l'ampleur de l'insurrection. À Ducos, le plexus, M. Bricolage, toute la zone a brûlé. Ça a brûlé aux 4 coins de Nouméa. Bien sûr qu'on a eu des ingérences extérieures. On l'a vu dans la communication, la logistique, la méthodologie et sur les réseaux sociaux. Ça vient pas de chez nous, ça. C'était une organisation millimétrée. Lundi 13 mai 2024, à 23 h, les pompiers recensaient plus de 210 incendies. Dans la zone de Carrefour, ils ont d'abord bloqué tous les accès avec des feux et des barricades. Ensuite, ils ont filtré les voitures qui venaient pour piller. Tout le monde ne passait pas. Une fois que tout a été pillé, bien, ils ont mis le feu. C'était de la stratégie militaire. Dans la zone du Médipôle, tous les accès ont été bloqués. C'était plus possible de rentrer ou d'accéder à l'hôpital. C'était volontaire. Le
personnel soignant est resté bloqué à l'intérieur. L'usine du Nord est fermée, celle du Sud est à vendre, la Célène est au plus mal. C'est 8000 emplois, directs et indirects perdus, qui se rajoutent. Derrière toutes ces destructions, il y a des femmes, des hommes, des histoires, des vies. C'est dans la matinée du 15, ils ont commencé à envahir parce qu'on avait eu déjà des menaces 2 jours avant, des menaces de mort, qu'ils allaient brûler la maison. Et le 15, ils ont mis le feu à toute la maison. Ils nous ont demandé de partir. Mon mari qui a tout construit, les habitations. Toutes les habitations pour les enfants et les petits-enfants. Depuis le 15 mai, on est SDF, c'est le cas de dire. Et on habite un peu chez tout le monde. On a des amis qui nous ont prêté un logement. Voilà. Bien triste situation. Linda et sa famille, ils ont mis 40 ans à construire cette maison. Et c'est toute une vie partie en fumée. Et forcément, on ne peut pas être insensible à ça. On se déplaçait avec la boule au ventre. Pour la première fois, j'ai eu la peur dans les yeux de mes enfants. On était livrés à nous-mêmes. On slalomait entre les carcasses de voitures brûlées. C'est un traumatisme qui restera longtemps. C'était une zone de guerre.